Dévoilement du complot relatif au plan du chaos et du marquage de l'humanité. Un des derniers documents présentés par l'auteur avant son assassinat. Le 15 décembre 1993, à Montréal, Serge Monast, de l'Agence internationale de la presse libre, dont les activités étaient uniquement axées sur le journalisme d'enquête internationale au niveau économique, politique, militaire et médical, dévoilait des informations si stupéfiantes qu'elles lui coûtèrent la vie. 9 ans après, ces informations se confirment les unes après les autres. Il est vrai qu'il était informé par des politiciens repentis, des agents des services secrets écœurés. Il recevait également des documents classifiés, ultra confidentiels, souvent anonymement ou transmis par des confrères situés aux quatre coins du monde. Serge Monast est né en 1945 et mort à Montréal le 5 décembre 1996. Journaliste d'enquête, poète, essayiste et auteur conspirationniste canadien. Disciple de l'essayiste québécois René Bergeron et de l'ancien commandant de la marine canadienne William Gaillard, Monast fut également proche des défenseurs du crédit social. Au début des années 90, il se consacre à la rédaction d'ouvrages complotistes sur le thème du nouvel ordre mondial et de conspirations ourdies par des sociétés secrètes, en particulier par les Illuminati. Il fonde l'Agence internationale de la presse libre, où il publie la plupart de ses enquêtes. Durant cette période, il s'était fait remarquer au Québec lors d'une entrevue avec l'ésotériste et ufologiste Richard Glenn dans le cadre de son émission Ésotérisme expérimental. Cet entretien révèle un homme obsédé par l'idée d'un gouvernement mondial à propos duquel il met en garde ses auditeurs et les incite à la méfiance.
Transaction approved. Last night I dreamt about how things were. And then I woke up here. Putain, je vois ici les hommes les plus forts et les plus intelligents que j'ai jamais eus. Je vois tout ce potentiel. Et je le vois gâché. Je vois une génération entière qui travaille à des pompes à essence, qui fait le service dans des restos, ou qui est esclave d'un petit chef dans un bureau. La pub nous fait courir après des voitures et des fringues. On fait des boulots qu'on déteste pour se payer des merdes qui nous servent à rien. On est les enfants oubliés de l'histoire, mes amis. On n'a pas de but ni de vraie place. On n'a pas de grande guerre, pas de grande dépression. Notre grande guerre est spirituelle. 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 La matrice est un système, Néo. La matrice est un système, Néo. Et ce système est notre ennemi. Quand on est à l'intérieur, qu'est-ce qu'on voit partout? Des hommes d'affaires, des enseignants, des avocats, des charpentiers. C'est avec leur esprit qu'on communique pour essayer de les sauver. Mais en attendant, tous ces gens font quand même partie de ce système. Ce qui fait d'eux nos ennemis. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que pour la plupart, ils ne sont pas prêts à se laisser débrancher. Bon nombre d'entre eux sont tellement inconscients et désespérément dépendants du système qu'ils vont jusqu'à se battre pour le protéger. It's been turned into a maze of confusion, and it's done to keep us from the simple truths, because complexity is there to stop us finding those simple truths. But when you connect the dots, can you start to see why the world is upside down, why it is as it is? And crucially, behind that complexity, those smoke screens of complexity, why behind that is an amazing revelation of who we are and the nature of life. Réfléchissez un peu. Ce qu'on a fait, c'était pas pour le fric. C'était une bataille entre nous et le système. Pour montrer comment ce système tue l'esprit humain. C'est ça qu'on représente. On montre à tous ces cadavres qui s'entassent pare-choc contre pare-choc au péage dans leur cercueil en métal que l'esprit humain est encore en vie. This is the first big step. Governments are not there to serve the people. Governments are there to serve those that control the governments and enslave the people. That's what they're there for. Once we realize that, then a lot of dots start to connect. The people who control our society don't want us to go into bliss,
Because if our chakras and our kundalini and other things are all awake and we become more divine conscious, as a super conscious and awareness, they have no control over you. If there's nothing to fear except fear itself, and you drop that fear, then you have to be in bliss. If you choose love, the ego subsides, you wake up and you start seeing the reality of what's really going on around you. The ego only has a very small vision of what actually is taking place and occurring. And an individual in an ego is very easily controlled. But a person awakening, a person who becomes enlightened, can't be controlled at all. In fact, there's an old saying that an enlightened being plays with the universe the way that a child plays with a ball. Because they see the reality of everything. They can't be tricked. They can't be fooled. In Washington, D.C., the so-called murder capital of the world, there was a big experiment in the summer of 1993 where 4,000 volunteers came from 100 countries to collectively meditate for long periods of time throughout the day. It was predicted in advance that with such a sized group, you would have a 25% drop in violent crime, as defined by the FBI, in Washington that summer. Well, the chief of police went on television saying that, look, it's going to take 2 feet of snow to reduce crime by 25% in Washington, D.C. this summer. But by the end, the police department became a collaborator and author of this study because the results, in fact, showed a 25% drop in violent crime in Washington, D.C., which we could predict on the basis of 48 previous studies that had already been done on a smaller scale. Thoughts are very powerful. If it is a positive thought, it will travel to the positive collective. If you send out a negative thought, it will travel to the negative collective around the world, and it will have a negative effect on the planet. La programmation Monarch est une méthode de contrôle mental utilisée par de nombreuses organisations pour des raisons secret défense. C'est la suite du programme MKUltra, programme de contrôle mental développé par la CIA et testé sur des militaires et des civils. Les méthodes sont étonnamment sadiques, son unique but étant de traumatiser la victime, et les résultats attendus sont horribles. La création d'un esclave contrôlé mentalement qui peut être déclenché à distance n'importe quand pour effectuer un acte demandé par le manipulateur. Alors que la masse médiatique passe ce fait sous silence, plus de 2 millions d'Américains ont traversé les horreurs de ce programme. Cet article examine les origines de la programmation Monarch et certaines de ses méthodes et symboles. La programmation Monarch est une technique de contrôle mental comprenant des éléments de sévices, de rituels sataniques et du désordre de personnalités multiples. Il utilise une combinaison de psychologie, de neurosciences et de rituels occultes pour créer un esclave, une personnalité dénaturée qui peut être programmée et déclenchée par les manipulateurs. Les esclaves monarques sont utilisés par plusieurs organisations reliées au monde des élites, dans des domaines tels que l'armée, l'esclavage sexuel et l'industrie du divertissement. Cet article va examiner les origines de la programmation Monarch. Les origines. À travers l'histoire, plusieurs comptes rendus ont été faits sur des rituels et des pratiques ressemblant à du contrôle mental. Un des premiers écrits faisant référence à l'utilisation de l'occultisme pour manipuler le mental, pouvant être trouvé dans le livre des morts égyptien. C'est une compilation de rituels qui sont très étudiés par les sociétés secrètes d'aujourd'hui, décrivant les méthodes de torture et d'intimidation pour créer des traumatismes. L'utilisation de drogues et de formules magiques hypnotiques, donnant au final une mise en esclavage totale de l'initié. D'autres éléments attribués à la magie noire, de la sorcellerie et la possession démoniaque, où la victime est animée par une force extérieure, sont aussi les ancêtres de cette programmation monarque. Cependant,
De ce que j'ai pas lu, oui, je sais qu'il y a 2 scènes de viol, dont une sur une mineure. Je crois aussi qu'il y a une tournante dans une cave. À la fin de la pièce, les élèves de 4e ont vu les acteurs nus sur scène. C'est le Goncourt des lycéens il y a quelques années qui s'appelait 1000 ventres et dans lequel il y a une scène ouverte de zoophilie. Je suis horrifiée, choquée, stupéfaite qu'un professeur, face à des élèves de 13 ans, ose regarder sa classe droit dans les yeux et étudier ces passages. Je suis scandalisée. Ces jeunes-là n'ont pas moyen de faire objection de conscience. Ils n'ont pas moyen de dire « Attendez, là, ça viole ma conscience ». Il est devenu très difficile de dire d'une école qu'elle n'est plus catholique, parce que ça nuit au business. Voilà. Sexualité à tous les étages, à tous les niveaux. Banalisation de tout, de l'échangisme, de l'homosexualité. On vante une sexualité débridée. Études de textes avec scènes de pornographie, scènes de viol, scènes de débauche, cours sur la théorie du genre, cours pratiques pour enfants. Tout y passe. Pour expliquer ce qui se passe dans les écoles, nous avons enquêté en Bretagne, en Île-de-France, en Normandie. Et pour la première fois devant une caméra, des élèves expriment leur dégoût, leur trouble face à ce qu'il est convenu d'appeler de l'incitation à la débauche. Ils ont déjà tout vu, ils savent tout sur la sexualité, rétorqueront certains. Alors, des spécialistes répondent dans cette enquête. Vous allez entendre des élèves, des mères de famille, des professeurs et directeurs d'école. S'ils ont accepté de témoigner, c'est parce qu'ils ne supportent plus le silence des autorités ecclésiastiques notamment, du plus grand nombre, l'hypocrisie d'un système éducatif, tant public que catholique sous contrat. Premier témoignage, celui d'une adolescente âgée de 13 ans que nous appellerons Sophie. Sophie est actuellement élève dans une école publique à Paris. J'ai été obligée de faire un exposé sur les préservatifs masculins et donc d'en ouvrir un devant toute la classe et donc d'avoir en quelque sorte la honte devant tout le monde. En quelle classe étais-tu à ce moment-là? En 4e. On a quand même passé 2 trimestres sur la sexualité, donc je trouve en SVT, donc je trouve que c'est énorme. 2 trimestres? 2 trimestres entiers. Qu'est-ce qu'on vous a appris là-dessus? Le fonctionnement des filles et des garçons, tout ce qui se passait pendant la puberté. Il y a eu un cours particulier sur le préservatif, oui, c'est ça? On nous a dit, on nous a même dit qu'on pouvait en avoir gratuitement à l'infirmerie sans que les parents soient prévenus. C'est ce que le professeur de SVT vous a dit? Oui. Oui, on peut prendre des préservatifs et elle nous a dit les médecins, les infirmières sont obligées de ne rien dire aux parents. Donc si on n'a pas envie de prévenir les parents, on peut ne pas le faire. Sophie, 13 ans, choquée d'avoir été obligée d'assister à 2 trimestres de cours sur la sexualité homme-femme en général.